Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère par laquelle vous nous suivez. Si vous êtes à l'étranger ou à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Place à présent à l'émission Mozindo que vous suivez chez vous sur Canal Numérique Télévision et d'autres plateformes numériques. Cette émission aujourd'hui est réalisée par Georges Nkongolo, également Ortudon Mokekyo derrière la caméra. Mais également nous remercions le chevalier de la plume, le doyen symphorien Katumba pour nous avoir facilité la tâche de recevoir sur ce plateau. Maître Patrick Mohemba, il est politicien, il est aussi avocat, mais il est venu répondre à nos questions en rapport avec l'actualité. Je présente quand même, c'est un grand homme que nous recevons aujourd'hui. Il est au cadre du parti politique, l'Union populaire républicain UPR en sigle, mais il a été aussi candidat à la députation nationale dans les districts de la Tchangou et aussi pour le compte du regroupement politique REPO qui est le Réveil populaire. Alors, nous allons essayer un peu de commencer notre émission par ce qui est d'actualité, comme je l'avais annoncé, c'est dans la diplomatie, parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se trouve à Bruxelles, à Belgique. Il a rencontré le Premier ministre Alexandre, place par laquelle ils ont échangé autour de ce qui a été l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur le trafic des minéraux de la République démocratique du Congo, où Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de demander les sanctions du Rwanda. Nous allons parler également de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Le soutien vient de partout. Après l'église catholique, c'est l'église de Réveil du Congo qui a déposé les mémos au niveau de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa à travers l'évêque Ejiba et à Mampia, mais aussi à Kinshasa sur la sécurité, mais la Gombe aussi avec de nouvelles mesures. C'est la toute première participation de notre invité que je reçois avec plaisir. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour monsieur le journaliste. C'est l'émission Mozindo qui vous reçoit cette fois-ci, après qu'on a été avec vous sur le terrain. Quelle est votre impression d'abord? Bon, écoutez, je suis ravi d'être invité pour partager avec vous quelques points d'actualité. Et donc, j'observe que c'est avec professionnalisme que le travail se fait ici. Donc, je crois que dans les minutes qui suivent, nous allons échanger, partager sur les questions que vous voudrez bien me poser. Merci beaucoup. Vous avez été candidat à la députation nationale, dans le district de la Tchangou. Ça n'a pas été, hein? Non, dire que ça n'a pas été, c'est faux. Parce que, bon, en ce qui nous concerne, il a été dit que nous n'avions pas atteint le seuil, donc notre regroupement, le Réveil populaire, que dirige son Excellence M. Claude Balanqui. Mais laissez-moi vous dire que les éléments à notre possession, récoltés, ont démontré suffisamment que nous avons, au contraire de ce qui a été affirmé par la CENI, atteint le seuil, même dépassé ce seuil-là. Et moi-même ici, les éléments que j'ai apportés démontrent que j'ai obtenu plus de 10 000 voix. Plus de 10 000 voix. Exact. Donc, voilà pourquoi l'autorité de notre regroupement a estimé opportun de pouvoir saisir, parce que républicains et respectueux de la loi, nous avons estimé qu'il était de notre droit de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle qui est en train d'examiner les recours. Donc le recours a été porté contre la décision de la CENI et donc nous attendons que les juges puissent se prononcer sur le mérite donc du recours qui a été introduit. Et on peut aussi être surpris. Hein? Surpris par la Cour, changer peut-être... Oui, nous ce que nous attendons, c'est que la Cour dise le droit. Et donc ici, le droit, c'est d'anéantir la décision de la CENI qui a déclaré que nous n'avons pas atteint le seuil et faisant ce que celle-ci, c'est-à-dire la CENI, aurait dû faire, considère déclarer que nous avons, au regard des éléments annexés à notre requête, donc atteint le seuil et partant nous reclasser comme dans nos circonscriptions respectives comme des élus du peuple. Voilà.
Très bien. Alors ici, je vous ai présenté comme au cadre du parti Union Populaire Républicaine. Un parti peu connu, hein? C'est national ou bien c'est seulement Kinshasa, à la Tchangou, ou bien c'est partout? Non, l'Union Populaire Républicaine, c'est un grand parti. Connu, évidemment. Vous savez que dans notre pays, il y a quelques partis qui ont fait l'âge, qui sont connus, mais notre parti politique a été créé il y a peu, mais il a beaucoup de membres et très connu. Voilà pourquoi, croyant aux idéaux donc, de ces partis, nous avons estimé qu'il nous a fallu nous présenter donc, comme candidat, mais dans le regroupement qui a été, dans lequel notre parti a adhéré. Et voilà. Donc, notre parti, l'Union Populaire Républicaine, est un parti connu et reconnu, et il a ses assises dans toute la République. Très bien. Voilà. Le parti est dirigé par l'excellence Claude Ibalanki. Ça, c'est notre regroupement. Ah, ça, c'est le regroupement. Ouais. Mais le parti, alors? Bon, le parti est... notre parti est très bien structuré. Nous n'avons pas un président comme dans d'autres partis. Okay. Nous avons un secrétaire général et des secrétaires permanents. Okay. Mais permettez-moi de ne pas les citer leur nom ici. Très bien. Okay. Nous allons commencer par le déplacement ou la visite officielle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à Bruxelles. Il a rencontré le Premier ministre Alexandre. Ils ont échangé autour de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais plus l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur le trafic des minerais en République démocratique du Congo. Alors, Félix Tshisekedi demande les sanctions contre le Rwanda. Votre analyse quant à ces stades où nous sommes, après la dernière réunion qui a été tenue à Luanda, où les négociations sont en cours pour la tenue d'un dialogue, est-ce que les sanctions s'avèrent encore d'important? Oui, je crois que dans l'une de mes précédentes émissions, j'avais dit que le Rwanda ne peut que entendre le langage coercitif, c'est-à-dire des sanctions. Vous savez, son Excellence, Monsieur le Président de la République, je l'ai suivi bien avant son départ pour la Belgique, il a décrié le fait que le Rwanda puisse être partenaire de l'Union européenne pour l'exploitation des minerais stratégiques, alors qu'il est notoirement connu, il est connu de tout le monde, que le Rwanda n'a pas de minerais chez lui. Alors donc, il s'agit là d'officialiser le vol de nos minerais. Et ce vol-là s'opère au moyen des atrocités, au moyen de la guerre. Donc il faut tuer les populations civiles, il faut tuer les enfants pour semer la terreur et que cette population puisse s'écarter de ces zones-là et laisser donc champ libre aux envahisseurs pour venir, et à l'Union européenne, pour venir donc exploiter nos minerais. Et l'Union européenne va exploiter ces minerais à travers donc un semblant d'accord qu'ils ont signé avec le Rwanda. Mais nous avons suivi le président de la République, bien avant son départ, fustiger, décrier, dénoncer cette aventure de mauvais goût qui s'entretient entre l'Union européenne et le Rwanda. Et donc, voilà pourquoi il fallait qu'il aille en Belgique, et nous l'avons suivi, il a rencontré d'abord le Premier ministre Alexandre De Croo, et puis il a rencontré même le roi de Belge, donc pour arriver donc à obtenir les sanctions, notamment donc à ce que l'Union européenne revienne sur sa démarche et que les sanctions puissent tomber sur le Rwanda, parce que je crois qu'avec cette vitesse-là, le Rwanda est en train de s'autoriser, se permettre beaucoup de choses. Et voilà donc, lui, et comme nous le savons tous, depuis l'entame de son premier mandat d'ailleurs, il n'a cessé de se déplacer de par le monde pour chercher toujours et encore la paix à l'est de notre pays, surtout par les moyens. D'ailleurs, il l'a dit que lorsqu'on lui a posé la question récemment, lorsqu'il a rencontré vos collègues au cours d'un point de presse organisé par le ministre, au briefing, bien voilà, sûr. Justement, il a dit que jusque-là, il était en train d'opter pour la paix,
pour la cessation des hostilités par des voies pacifiques. Et que donc, voilà ce qu'il est en train de faire. Il était normal qu'il rencontre, comme vous le savez, l'Union européenne à ses assises, donc son siège en Belgique. C'est là d'ailleurs que beaucoup de décisions se prennent. Il était question d'aller rencontrer l'un des acteurs majeurs qui est le Royaume de Belgique, par ses autorités, pour pouvoir trouver la paix et obtenir les sanctions nécessaires contre le Rwanda. Alors, avant cela, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait aussi rencontré avant-hier le président angolais Joao Lourenço. Ils ont échangé toujours autour de la sécurité en République démocratique du Congo. Là, les dialogues étaient prononcés comme mode operandi afin de rétablir la paix entre les deux pays voisins. Mais Félix Tshisekedi, cette fois-ci, pose le préalable. Mais peu avant, il insistait sur la non-tenue des dialogues entre la RDC et le Rwanda, ou encore Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, et Paul Kagame. Ce n'est pas une contradiction? Non, écoutez, vous savez qu'en politique, il faut être dynamique, il ne faut pas être focusé sur une position, parce que vous savez la politique est dynamique, hein. Alors il faut évoluer avec les choses. Moi je crois qu'il a toujours dit qu'il prône le dialogue. Il a à un moment donné demandé à ceux qu'il pouvait. Il a eu d'ailleurs à rencontrer le président rwandais à maintes reprises. Oui. Mais c'est que ce dernier ne respecte pas ce qu'il dit. Mais à ce que je sache, il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas parler avec le Rwanda, disons, dialoguer avec le président rwandais. Plutôt, il a dit qu'il ne pouvait pas dialoguer avec le M23. Parce qu'il suppose, et c'est là d'ailleurs reconnu de tous, que ce n'est pas le M23, c'est quoi? C'est le Rwanda qui est le bras armé, qui pousse, qui alimente, qui finance le M23. Et voilà donc pourquoi il avait dit qu'il ne pouvait pas, lui, dialoguer avec le M23. Il pouvait, à tout le moins, discuter avec le président rwandais. Il l'a dit d'ailleurs l'autre fois, il a dit que le peuple rwandais était un peuple frère. Mais on n'a pas de problème avec les Rwandais, mais nous avons le problème avec le président rwandais. Et donc là, il faut faire la part des choses. Donc il n'a pas dit, à ce que je sache, qu'il il va pas dialoguer avec, il va pas parler avec Kagame, mais il ne devait pas parler avec les rebelles du M23, mais avec son homologue rwandais. Il pouvait toujours parler, mais évidemment il a posé des conditions, parce que vous savez, M. Paul Kagame, le président rwandais, il est versatile. Il se rencontre, il lève des options pour la cessation des hostilités, et vous entendez que le lendemain, c'est la reprise des hostilités, et là, il donne des raisons de divers ordres, tantôt que c'est l'affaire des Congolais entre eux, et là, il venait de s'annoncer, on voit les militaires capturer des éléments de l'armée rwandaise, donc ceci veut dire que il est derrière le M23, c'est lui qui alimente le M23, voilà pourquoi il faut essayer cette fois-ci de dialoguer s'il faut le faire avec lui, mais bien évidemment avec des conditions pour que dans sa versatilité, M. Paul Kagame ne revienne plus sur ce qu'il aura cette fois-ci à dire lors de la rencontre, et que les résolutions qui vont découler de cette rencontre-là soient respectées par tous. Très bien. Maître Patrick Mouemba, vous êtes toujours permanent pour répondre à nos questions. On va rester encore sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo cette fois-ci. C'est le FARDC qui monte en puissance. On annonçait déjà que quelques zones ont été récupérées et été conquises par le rebelle. Alors, à Kinshasa, dernièrement, le cardinal Fridolin Ambongo avait donné son point de vue, avait soutenu le FARDC. Pas plus tard que hier, c'était l'église de réveil du Congo à travers le représentant légal, évêque Jibaya Mampia, qui était à l'Union européenne pour déposer un mémo en vue de demander qu'on puisse pouvoir désengager de l'accord qui a été signé entre le Rwanda. Quelle est la position de votre parti politique, l'Union populaire républicaine, quant à ça? Bon, d'abord, il faut dire que je ne suis pas ici mandaté par mon parti politique. Mais s'il faut répondre à la question, je crois que
son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, ce qu'il a dit, et je crois que j'ai salué personnellement, parce que généralement, vous savez, lui quand il sort, c'est parfois scandaleux. Non, mais scandaleux, bon, des fois c'est des questions, des attaques personnelles, bon, ça on ne peut pas suivre, mais je crois que cette fois-ci, au moins, son éminence, le cardinal Ambongo, a pris les choses sur la voie de la raison, en décriant ce que nous tous nous décrions, donc l'agression du Rwanda, les atrocités qui se font à l'est de notre pays, et à sa suite, donc les églises de réveil. Je crois que toutes ces démarches-là vont dans le sens de pouvoir crier, lancer les cris de par le monde pour que l'on arrive à interpeller le président rwandais pour la cessation de la guerre. Mais évidemment, parallèlement à cela, la montée en puissance de nos forces armées font que certaines localités venaient d'être récupérées. Nous pensons que évidemment, nonobstant les démarches qui se font ça et là, dirigées par notamment le président de la République et le gouvernement, mais nous savons que sur le terrain, nos forces armées sont en train de se comporter tel qu'il se doit. Donc, je crois que nous devons adresser nos très sincères félicitations à nos forces, à nos vaillants militaires qui vont... Vous savez, il y a un adage latin qui dit « Dulce et decorum est pro patria mori », c'est-à-dire il est doux, il est agréable, il est héroïque de mourir pour la patrie, de donner son sang pour la patrie, pour le pays. Nos vaillants militaires, nos vaillants soldats qui sont à l'Est, pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays, font un travail. Vous savez, il y a quelques années, les FARDC n'allaient pas résister. Mais aujourd'hui, nous voyons que les forces armées de notre pays sont en train de prendre le dessus sur l'ennemi. Et d'ailleurs, beaucoup de militaires rwandais tombent tous les jours ici, et les rebelles aussi. Donc ça veut dire que tôt ou tard, cette aventure de Paul Kagame et ses hommes, donc du M23, finira par là où elle a commencé. Très bien. On va parler maintenant on rentre à Kinshasa. Depuis la semaine dernière, on parlait de la mission de l'informateur pour le nouveau gouvernement. Les chefs de l'État, finalement, après avoir reçu les rapports fournis par Augustin Kabouya, qui a été désigné, a préféré ou a prorogé encore la mission de ces dernières pour la composition du gouvernement et les objectifs programmatifs. Que pensez-vous quand au débat qui circule à la cité, parfois à la mission qui a été confiée par l'informateur, à qui aujourd'hui se transforme au formateur? C'est quoi? Oui, merci pour la question. Je crois que, je l'ai toujours dit, dans notre pays, tout le monde devient constitutionnaliste, tout le monde devient juriste, tout le monde devient praticien de droit, et tout le monde critique n'importe quoi. Et tout le monde pouvait donner la leçon selon sa compréhension. Mais écoutez, on ne peut pas... Moi, je suis juriste. Je ne peux pas donner mon point de vue, critiquer une démarche qui est dans le domaine médical. Je ne peux pas. Je dois avoir beaucoup de réserves. Parce que je n'ai pas l'expertise, notamment sur la médecine. Mais aujourd'hui, on voit tout le monde s'invite dans les débats des droits, même des ignares. C'est ce qui fait qu'il y a n'importe qui... dit n'importe quoi. Je crois que la mission d'informateur, comme je l'ai dit, c'est défini dans la Constitution à son article 78, alinéa 2. Lorsque vous lisez, vous avez la Constitution, là, si vous lisez l'alinéa 2 de l'article 78, il est dit que si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité. Donc, ça veut dire que le président de la République, il ne lui est pas donné les critères pour désigner une personnalité. Cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Alors, ceux qui s'invitent dans des débats inutiles, je crois qu'ils doivent d'abord lire la Constitution. Lorsqu'on dit personnalité, M. Kabouya, secrétaire général de l'UDPS,
député national aujourd'hui, n'est-il pas une personnalité? Il l'est. Alors, pourquoi doit-on s'inviter dans un débat inutile qui traduit généralement l'ignorance? Je crois que là, vous lisez la Constitution, vous voyez que donc, le chef d'État n'a pas violé la Constitution. Au-delà de cela, aujourd'hui, lorsque la majorité parlementaire, j'ose croire, et je crois que c'est le cas, lorsqu'il a conclu sa mission, M. Kabouya, lorsqu'il a conclu sa mission d'informateur, il a identifié la majorité. Il a remis au chef de l'État qui lui avait confié cette mission le rapport quant à ce. Et si le chef de l'État lui confie une autre mission, là, il lui confie cette mission en tant qu'expert ou en tant qu'un homme de confiance. Il ne lui a pas confié la mission de composer le gouvernement. C'est ça l'ignorance. La mission qui lui est confiée, c'est la mission de mettre en place l'ossature, la structure. C'est-à-dire, le gouvernement sera composé de combien de ministres? Il y aura combien de vice-premiers ministres? Ces vice-premiers ministres-là proviendront d'où? De quelle famille politique? Et en vertu de quoi? L'espace géopolitique également. De l'Est à l'Ouest. Tout compris, mais plus particulièrement, vous savez ici, que ce n'est pas un gouvernement qui se met en place à la suite des négociations, n'est-ce pas? Mais c'est un gouvernement qui découle d'une majorité parlementaire. Moins encore de l'accord. Comme ça a été le cas. Non, ce n'est pas de l'accord dont on parlerait d'un gouvernement de large union nationale. Ici, c'est un gouvernement qui découle de la majorité parlementaire à la suite des élections. Bien identifié d'ailleurs. Bien identifié, évidemment. Alors, de ce gouvernement-là, de cette majorité-là identifiée par l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya, le chef de l'État lui confie la mission de pouvoir mettre les éléments structurants, les éléments devant composer le gouvernement. Entendez ici, comme je venais de le dire, le nombre de membres de ce gouvernement, combien de vice-ministres, combien de ministres, combien de vice-premiers ministres, ainsi de suite, et comment les choses vont se faire, etc. Donc, vous savez, aujourd'hui nous avons des ministères qui sont fusionnés, et nous aurons aussi des ministères qui seront démembrés, ainsi de suite. Et donc, c'est cela la mission que le chef d'État a confiée à M. Kabouya. Mais il ne lui a pas confié la mission de former le gouvernement. Il n'est pas le formateur du gouvernement. Nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Mais le chef d'État, au regard du rapport que l'honorable Augustin Kabouya lui a adressé, il a estimé lui confier, lui renouveler la confiance, pas dans la même démarche, mais en lui confiant une autre démarche d'expertise. Comme pour dire, veillez au regard du travail que vous avez effectué, au regard des personnalités politiques que vous avez reçues lors de vos consultations pour l'identification de la majorité parlementaire. Veillez, mais faire un projet d'ossature, des structures qui devront composer le gouvernement, notamment ici le nombre de ces membres qui seront vice-premier ministre. Pour être vice-premier ministre, qu'est-ce qu'il faut? Qui ont obtenu autant de députés, ainsi de suite, quels sont les poids politiques des uns et des autres pour placer tel et tel à tel endroit. Ici, vous savez, moi je me dis, si on désigne le gouvernement, c'est pour... si on désigne les membres du gouvernement, ce n'est pas pour venir s'enrichir. J'ai eu à entendre une fois un homme politique dont j'étais le nom, dire que on devrait mettre en place un gouvernement de large union nationale pour nous permettre de préparer les élections. Donc entendez par là qu'il faut voler l'argent de l'État, n'est-ce pas? Pour les élections de 2028. Oui. Non, pour les élections passées. Donc il faut voler l'argent de l'État, il faut être ministre pour voler l'argent. C'est quand même interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Mais un homme comme ça, il passe à la télé et dit on doit composer le gouvernement pour nous permettre de pouvoir préparer les élections. Ça veut dire quoi cette histoire-là? Ça veut dire que il veut dire cet homme-là qu'on le met au gouvernement pour voler l'argent de l'État et alimenter sa famille politique afin d'avoir les moyens financiers pour aller aux élections. Pareille déclaration doit mériter des poursuites judiciaires. Et donc, voilà pourquoi ici, le gouvernement qui devrait être mis en place devrait être composé de personnes
des personnes intègres qui craignent la chose, qui respectent la chose publique. Très bien. Donc, alors, Maître Patrick Mouyemba, avant que nous puissions parler du profil du nouveau locataire de la primature, j'aimerais un peu poser cette question. Pour vous, comment pouvez évaluer le gouvernement Sama Lukonde, qui était également composé d'une cinquantaine de ministres à ces jours, par rapport à ses réalisations et les attentes? Bon, il faut dire que il est de l'autorité publique et l'œuvre humaine est toujours teintée d'imperfection. Mais il faut aussi dire que le gouvernement Sama Lukonde a fait ses œuvres, notamment ce gouvernement avec fonds propres a organisé les élections. Le gouvernement, vous savez, il y a certains, je l'ai toujours dit, aujourd'hui, tant soit peu, les fonctionnaires de l'État voient son salaire augmenter, tant soit peu. Évidemment, ce n'est pas encore à pouvoir satisfaire tous ses besoins, mais au moins, comparativement aux années passées, aujourd'hui, les choses sont en train de monter. Donc, dans l'actif de ce gouvernement, il y a cela. Et nous avons aussi l'équipement de notre armée. Vous savez que la guerre que nous avons à l'Est, c'est cette guerre multiforme qui nous est imposée au-delà des attentes, au-delà des prévisions budgétaires. Donc, aujourd'hui, nous voyons, il y a toujours des mouvements rebelles qui se créent, etc. Il y a l'insécurité qui doit d'abord être maîtrisée, et cela appelle des moyens conséquents. Et nous avons vu, notre armée est en train de s'équiper. Et donc, tout cela, il faut mettre dans l'actif du gouvernement. Et je crois que pour moi, le gouvernement Sama Lukonde n'a pas démérité, mais il faut toujours mieux faire. Il faut encore mieux faire et mieux faire pour que nous allions de l'avant. Je crois que ceux qui vont pouvoir succéder au gouvernement Sama Lukonde devront faire encore plus pour que notre pays puisse aller de l'avant. Alors il y a des critères, des profils qui parfois sont un peu demandés de la part de la population, mais également les hommes politiques, pour le profil du nouveau locataire après Sama Lukonde. Il y a de ceux qui estiment qu'il doit être un jeune, parfois un ancien de la classe politique, ou un entrepreneur, ou parfois on passe à une femme. Pour vous, les profils du nouveau locataire? Bon, moi je crois que être femme ou désigner une femme ou un homme, ce n'est pas vraiment mon problème. Les femmes, il y a aussi des femmes qui méritent, il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes qui travaillent bien. Et donc, s'il faut qu'il y a des femmes ministres, mais s'il faut qu'une femme devienne Premier ministre, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais toujours est-il que, pour moi, le premier critère du futur locataire, donc de la primature, devrait être l'intégrité. Ça devait être un homme ou une personne intègre. Quand je dis un homme, ça veut dire, je vois l'homme au sens général, c'est-à-dire que un être humain, donc un homme ou une femme. Donc ça devait être une personne intègre, une personne qui respecte la chose publique, une personne qui la primature, harmonie. Lorsque je vais travailler en harmonie ou dans l'harmonie, les choses vont bien marcher. On a vu ici. Je ne peux pas l'exécuter, je vais m'en référer à l'autorité morale, etc. Et finalement, il a été agenouillé. Donc je pense que le Premier ministre doit être intègre, doit être loyal, doit être respectueux de la chose publique. Être jeune, je ne sais pas, quand on parle de jeune, ça veut dire quoi? Peut-être un jeune révolu de 18 ans. Non, mais non, écoutez. Vous savez, pour gérer le gouvernement, 18 ans, ça veut dire quoi? On suppose qu'un enfant de 18 ans n'a même pas été à l'université. Donc, on aura un Premier ministre limité. Il va diriger des gens qui ont étudié plus que lui? Non. Je pense que quand on dit jeune, ça doit être, pour moi,
il doit pas être vieux, c'est-à-dire avoir 80 ans révolu, non. Un Premier ministre qui doit avoir l'âge de diriger, qui doit avoir la raison, qui sait bien réfléchir, qui n'est pas fatigué par le poids de l'âge, qui est intellectuellement élevé et qui sait lire et comprendre les choses. Parce que si vous avez un Premier ministre qui a un niveau regrettable ou contestable, donc il aura été roulé aussi par des ministres rebelles. Donc il faut que ce soit un Premier ministre qui soit intellectuellement assis et qui soit aussi physiquement fort à mesure donc de diriger la chose publique. Très bien. Alors, avant-dernière question, c'est sur la ville-province de Kinshasa via sa gestion. D'abord, bientôt il y aura élection des gouverneurs et les sénateurs. La législature dernière, on a décrié le comportement de nos députés provinciaux qui ont été parfois corrompus. Nous tendons encore vers cette période. Quelle interpellation faites-vous à ces derniers pour éviter que les antivaleurs se mêlent encore dans la classe politique, aux affaires de l'État? Bon, je crois que les députés provinciaux devront observer que pour être au Sénat, on ne va pas pour jouer. Au Sénat, on n'y va pas pour remplir les poches. Et c'est toujours regrettable. Vous savez, quand vous avez aussi des gens qui viennent de n'importe où sans avoir travaillé dans la vie, n'est-ce pas? Il n'a même pas de veste, mais il vient chercher des vestes quand il est au Parlement. Alors, à quelqu'un comme ça, vous lui donnez le mandat de sénateur. Vous pensez qu'il va aller travailler? Il va aller d'abord chercher comment s'acheter une maison, comment acheter des habits. Comment envoyer les enfants en Europe. Comment envoyer les enfants en Europe? Comment aller lui-même visiter l'Europe qu'il n'a jamais visité? Mais si... Faire des photos. Voilà. Donc, je pense que les députés provinciaux devront s'interdire toute forme de corruption. Il faut, lors des élections sénatoriales, donner les voix à ceux qui méritent. Je ne dis pas que ceux qui sont là doivent rester là, mais ceux qui viennent pour accéder au Sénat, ils ont droit, mais ils doivent aussi avoir les prérequis. Et eux donc, eux députés provinciaux, devront avoir élire des sénateurs en se fondant sur des critères objectifs, pas sur des subjectivités ou sur l'argent qu'on aura ou les présents qu'on aura à leur offrir. Je crois qu'ils devront s'interdire toute forme, parce que vous savez aussi suivre pour savoir si un tel député provincial a été soudoyé pour donner sa voix à un candidat sénateur, c'est difficile. Mais bon, évidemment, il faut qu'eux-mêmes puissent savoir qu'ils ont la charge de la République sur leurs épaules, donc ils doivent s'interdire certaines aventures. Dernière question, c'est sur la circulation de la commune de la Gombe. Une nouvelle loi a été créée désormais. Les motos ne peuvent plus circuler à la Gombe. Sinon, on arrête même le client, mais aussi les badauds qui circulent par-ci, par-là, et aussi les gens qui viennent à la Gombe avec des babouches. C'est déjà quelque chose qui soulève l'opinion. Je ne sais pas si vous l'avez quand même écouté ou observé. Oui, oui, j'ai suivi la situation. Je crois que il faut dire que bon, c'est une nouvelle loi, non. Je crois que, bon, en tant que juriste, je dirais que ce sont des mesures d'autorité que l'autorité administrative a prises. Parce qu'il faut qu'on se le dise, la commune de la Gombe, c'est le siège des institutions. On ne peut pas comprendre, vous savez, à la cité, ce qui se passe avec les motos, ce qu'on appelle communément les wewa. C'est un désordre terrible. Alors, et puis il y a des gens, des voleurs, qui opèrent avec les motos pour ravir les sacs des dames qui sont à l'arrêt des bus, etc. Les perruques, tout ça. Vous savez, une femme qui a placé les perruques là avec on a essayé de les raccommoder, etc. Alors, on vient comme ça, il va arracher, vous imaginez la douleur de cette femme-là. Alors, donc, ces gens-là devront, vous savez, nous vivons, moi je vis souvent aux États-Unis,
quand vous allez dans des villes telles que Baltimore, où il y a trop de noirs, mais il y a la saleté que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand vous allez là-bas pour vous faire photographier, la police vous interdit. Il ne faut pas vendre de mauvaises images. Voilà justement. Mais vous voyez chez nous ici, quand les journalistes européens arrivent ici, pour faire les documentaires, ils vont aller dans des coins reculés, où les gens n'ont pas mangé, les enfants n'ont pas été à l'école. Ils vont prendre ces images-là pour dire non, voilà l'image de la RDC. Mais venir à Gombe pour faire voir l'image de la République, aller dans d'autres communes, aller aux universités, ils ne le font pas. Et donc, on doit à tout le moins laisser un coin qui soit propre, non accessible à n'importe qui. Aujourd'hui, bon, ce qui se fait à la police, d'abord, j'ai vu hier qu'on a arrêté des gens et on était en train de les filmer. Mais on ne pouvait pas le faire. On ne peut pas filmer quelqu'un qui n'a pas commis une infraction. Prendre le transport n'est pas une infraction. Et arrêter quelqu'un sans avoir commis une infraction, c'est une infraction. Donc, si le ministère public s'invite dans ce dossier, je crois que les autorités de la police qui sont en train, évidemment, il y a aussi des dérapages dans leur démarche, ils seront aussi interpellés. Parce que j'ai vu là un responsable hier, assis à même le sol, au milieu des badauds, en costume. En costume, un responsable apparemment. Mais sa faute, ce n'est pas parce qu'il avait pris une moto. Non, je crois que dire que il n'y a pas de peine sans loi. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans qu'il y ait infraction. Mais c'est quoi cette aventure-là? Donc, vous voyez par exemple, à un moment donné, on a dit que les gens pouvaient aller chaque samedi, il faut qu'il y ait le salon, etc. Mais quand on fait ce salon, vous voyez, les policiers maintenant en profitent. Ils vont aller rançonner les pauvres mamans qui vendent des arachides, ça et là. Pour dire que fout amende. L'amende là, c'est en fait, j'ai violé quelle loi? Il n'y a pas de loi. Donc, ce qui se fait là, je crois qu'on devait interdire, on devait plutôt interpeller les Wewa pour leur dire n'accédez pas dans la commune en plein centre-ville de la Gombe, évitez, restez à la cité. Ceux qui vont, les récalcitrants, on peut saisir les motos, oui, mais arrêter ceux qui prennent ces motos-là pour dire, nous les arrêtons pour les dissuader à ne pas monter sur les motos. Non, je crois que cette mesure-là est contre les games, elle viole la loi. Donc, il faut arriver à contraindre les Wewa à ne pas accéder en ville. Merci. Et en confisquant au besoin leurs motos. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais vous êtes également amoureux du sport. Les playoffs, le calendrier pour organiser le match a été déjà publié. Mais la difficulté, il y en a autour des différentes provinces où on n'a pas assez de stades. Quelle est la bonne politique qu'il faut mettre en place pour mettre de l'ordre dans le discipline ci-dessus? Bon, ça c'est un véritable problème. Hein. Il faut qu'on se le dise. Vous savez, quand les équipes qui sont en province, par exemple, si ces équipes-là n'ont pas de stade, je crois qu'on peut leur demander d'aller jouer au stade le plus proche. Mais il y aura encore une autre difficulté. Moderne aussi. Moderne, évidemment. Mais il y aura encore une autre difficulté. C'est de voir, par exemple, une équipe qui doit quitter Maniema pour venir à Kinshasa, ou qui doit quitter Congo Central. Congo Central, c'est encore à quelques mètres d'ici. Mais il y a qui doit quitter Kisangani pour arriver ici, pour rencontrer une équipe d'ici. Mais il y a encore un problème d'avion. Donc, ils peuvent avoir la volonté de venir, mais il n'y a pas d'avion qui effectue cette ligne-là. Alors, vous voyez, ce sont des difficultés. Je crois que, quant au stade, si, par exemple, à Kisangani, je donne un exemple, ce n'est pas qu'à Kisangani, il n'y a pas de stade. S'il y a, par exemple, un stade défectueux à Kisangani, on peut voir le stade le plus proche de Kisangani pour demander aux équipes d'aller jouer là-bas. Mais s'il y a une difficulté pour les équipes, par exemple, de Kisangani, pour venir à Kinshasa, faute de moyens financiers, s'ils doivent, par exemple, rencontrer V-Club ou Dering Club, ou les équipes de Kinshasa ou le TP Mazembe, je crois que, pour moi, pour permettre à ce que les playoffs puissent bien évoluer, il faudrait peut-être demander à ce que l'équipe ayant le moyen d'effectuer le déplacement, par exemple, si Dering Club peut effectuer le déplacement pour Kindu,
s'ils jouent le match aller là-bas, je crois qu'ils peuvent jouer le match retour à un stade plus proche de Kisangani. C'est pour permettre donc à cette équipe-là qui n'a pas de moyens à pouvoir effectuer les déplacements à côté et pour faire face au match. Mais parce que l'équipe peut avoir la volonté, ou les dirigeants peuvent avoir la volonté d'organiser l'équipe, mais lorsque les moyens de déplacement font défaut, donc l'équipe ne saura pas se mettre aux prises avec l'autre équipe qui vient d'ailleurs. Et voilà, c'est ça la difficulté. Donc je crois que les dirigeants, notamment le ministre, parce que vous savez, on a vu nos joueurs ici, on a vu la CAN récemment, mais on a vu qu'il y avait moins de joueurs locaux. Parce qu'ils n'ont pas eu à s'entraîner suffisamment. Pourquoi ils ne se sont pas entraînés suffisamment? Parce que les compétitions nationales ne se font plus. Ça fait longtemps qu'il y a des talentueux. Il y a des talentueux. Donc les joueurs ne se mettent plus au niveau. Ils ne se remettent plus à un certain niveau pour pouvoir affronter les grandes compétitions. Voilà pourquoi c'est une grande difficulté. Or, nous avons des talents ici qui doivent s'élever. Et pour ce faire, je crois que le ministre des Sports, avec les dirigeants de ces structures-là, devront voir cette situation-là pour permettre à nos joueurs qui sont dans n'importe quel coin à pouvoir s'élever pour pouvoir jouer. Parce que d'autres personnes, il faut se le dire, d'autres personnes ont pour vocation le football ou tel autre domaine de sport. Mais lorsque les occasions, les conditions ne permettent pas, et cette vocation-là va s'éteindre comme ça, et vous avez des gens qui sont sans métier. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Maître Patrick Mouemba, au cadre de l'Union populaire républicaine, a répondu à notre invitation. Sinon, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à Georges Nkongolo qui était à la réalisation. Merci également à Ortudon Moké et Yves Moukendi derrière la caméra. Notre colonel Jagger est aussi à l'assistance. Merci à tous ces mondes qui sont dans l'ombre. Sinon, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro avec d'autres invités, également d'autres thématiques. Au revoir. Restez branchés scotchés sur Canal Numérique Télévision.